En Russie, les réservistes sont mobilisés aux quatre coins d'un immense territoire pour relancer l'offensive sur l'Ukraine, tandis que les pays voisins voient affluer de nombreux Russes en exil. La mort de Masha Amini, arrêtée pour avoir porté le voile de manière inappropriée, ne passe toujours pas. Nouvelle nuit de colère et de manifestations en Iran. L'ouragan Fiona est arrivé au Canada samedi matin. Des vents violents et de fortes précipitations sont attendus dans l'est du pays. Vladivostok, dans l'est de la Russie. Ces images diffusées ce samedi par le ministère de la Défense russe montrent l'afflux de réservistes dans les rangs de l'armée. Scène similaire à plus de 8000 km à l'ouest, à Belgorod, toute proche de la frontière avec l'Ukraine. L'état d'esprit est au combat. On m'a appelé, je suis venu. Il est de mon devoir de défendre ma patrie. Sur cette base de l'extrême-orient russe, les conscrits reçoivent les armes avec lesquelles ils se préparent à combattre de gré ou de force. Vladimir Poutine a signé un amendement qui prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui refusent le combat ou désertent en période de mobilisation, comme c'est le cas depuis cette semaine. Mais d'autres préfèrent encore s'exiler pour éviter l'enrôlement obligatoire. Un afflux de ressortissants russes est observé en Mongolie, en Turquie ou en Arménie. À la frontière entre la Russie et la Géorgie, une file de véhicules de 10 km de long se forme, selon le site routier russe Yandex Maps. Tous les gens que je connais paniquent. La majorité ne sait pas quoi faire, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas partir. Plus de 70% de la population n'a pas de passeport. En Finlande, qui partage la plus longue frontière de l'Union européenne avec la Russie, les douanes indiquent que les traversées vers le pays nordique ont plus que doublé vendredi, par rapport au même jour, la semaine passée. En Iran, la colère ne retombe pas après la mort de Masha Amini, une jeune femme arrêtée pour avoir montré quelques mèches de cheveux. La répression non plus. Sur ces images, des manifestants sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Depuis une semaine, les grandes villes d'Iran s'enflamment la nuit. Des manifestations contre le port obligatoire du hijab. Ce foulard qui recouvre les têtes des femmes se termine dans le sang. Déjà 35 morts selon les autorités iraniennes qui démentent toute implication, au moins 50 selon des ONG. Et les arrestations se multiplient, plus de 730 personnes interpellées, accusées d'avoir participé à ces rassemblements. Vendredi soir, le ministre de l'Intérieur iranien a de nouveau affirmé que Masha Amini n'avait pas été battue par les forces de l'ordre. Une version qui ne passe pas à Erbil, au Kurdistan irakien. Quelques centaines de Kurdes se sont rassemblés devant les bureaux des Nations Unies. Objectif, dénoncer le meurtre de la jeune femme et les féminicides en Iran. Masha Amini, 22 ans, a été arrêtée à Téhéran pour port de vêtements inappropriés. Elle est décédée 3 jours plus tard pour des raisons toujours inconnues. Tripoli, au Liban, ce vendredi soir. Des dizaines d'ambulances transportent les corps des victimes du naufrage d'un bateau de migrants survenu la veille au large des côtes syriennes. Au moins 77 personnes ont péri. Des Palestiniens, des Syriens et des Libanais qui tentaient de rejoindre Chypre pour fuir des crises sans fin. Il s'agit de la plus grande tragédie impliquant un bateau de migrants en provenance du Liban. Et pourtant, ce drame ne dissuade pas ceux qui cherchent à fuir une réalité devenue insoutenable, comme l'expliquent certains proches de victimes. Ils ont atteint un point où ils étaient prêts à mourir en mer, affirme l'un d'entre eux. Ils disaient cela, peu importe si nous mourons en mer. Des bateaux vont continuer à partir, pourquoi rester ici? Moi, si un bateau arrive ici et maintenant, je pars d'ici. Il n'y a pas de moyen de subsistance, explique un autre homme. Il n'y a pas de travail, pas d'avenir, nous sommes pris au piège. Les migrants qui ont survécu au naufrage ont été pris en charge en Syrie. L'Italie pourrait vivre un bouleversement. L'extrême droite, en tête des sondages, espère une victoire historique ce dimanche lors de législatives cruciales. Près de 51 millions d'électeurs sont appelés à élire un nouveau Parlement. Pour ce scrutin, l'âge du vote pour le Sénat passe de 25 à 18 ans, une première. C'est aussi la première fois que les électeurs voteront pour un Parlement resserré, passant de 945 élus à 600, 400 députés et 200 sénateurs. La loi électorale italienne actuelle est un mélange de scrutin uninominal à un tour, un tiers des parlementaires sont élus avec ce système, et d'un scrutin proportionnel à un tour également qui désigne 2 tiers des élus.
Le système proportionnel prévoit également un seuil barrière, un pourcentage minimum de voix que les partis et coalitions doivent atteindre au niveau national pour entrer au Parlement, 3% pour un parti et 10% pour une coalition. L'abstention sera une des clés de ces législatives. Elle pourrait dépasser les 30%. La coalition droite-extrême droite pourrait rafler entre 45 et 55% des sièges au Parlement et faire de Giorgia Meloni la première dirigeante d'un parti post-fasciste à conduire le gouvernement d'un pays fondateur de l'Europe communautaire. L'ouragan Fiona a commencé à toucher le Canada tôt ce samedi. Les services météorologiques se préparent à une tempête qualifiée d'historique, avec des vents supérieurs à 144 km/h et de fortes précipitations. Toute la partie est du pays est en alerte. Les habitants ont été invités à faire des provisions pour les 3 prochains jours. Il y a beaucoup de choses à mettre dans le congélateur. J'ai déjà vécu ça, une puissante tempête pendant 5 jours, donc mieux vaut prévoir. C'est quelque chose de nouveau pour nous. On est plus habitués aux blizzards d'hiver qu'aux ouragans. Dans la nuit de vendredi à samedi, Fiona a frôlé les Bermudes. Des rafales de vent dépassant les 160 km/h et des pluies violentes ont provoqué des inondations, des coupures de courant et des dégâts mineurs. Mais aucune victime n'est à déplorer dans l'archipel britannique. La Belgique met à l'arrêt l'un des 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Doel près du port d'Anvers. Un arrêt en vue d'un démantèlement prévu de longue date dans le cadre du plan de sortie de l'atome du pays en 2035 et du développement des énergies renouvelables. Une opération polémique. La Belgique souffre de la hausse des coûts de l'énergie alors que le réacteur pouvait produire à lui seul 10% de l'électricité du pays. Le Qatar annonce la signature d'un important contrat avec l'énergéticien français Total Energy qui investit 1,5 milliard de dollars pour exploiter le plus grand champ de gaz naturel au monde, le North Field. Le géant français a déjà signé un accord à 2 milliards de dollars avec Doha en juin pour le développement d'un autre projet sur le même gisement sur fond de crise de l'énergie en Europe. C'est une autre conséquence de la guerre en Ukraine. Sa production de miel est en chute libre, moins 40% cette année. Le pays est pourtant l'un des plus grands producteurs au monde, avec plus de 65 000 tonnes par an. Alexandre Parika a dû abandonner ses abeilles. Son exploitation se trouve dans la région de Kharkiv. Nos ruches sont situées à 15 km de la frontière russe, à l'extérieur de Kharkiv. À cette époque, c'était en février, les abeilles étaient en hibernation, mais je leur ai laissé de la nourriture. Et j'ai compris qu'il fallait sauver ma famille. Il fallait sacrifier quelque chose, alors nous sommes partis en laissant les abeilles. Seule la moitié de ces ruches ont survécu aux attaques de roquettes. Il a quand même réussi à produire du miel, une demi-tonne cette année contre 2 l'an dernier. Denis Soldatov, vice-président de l'Union des apiculteurs, est pessimiste pour l'avenir. L'Ukraine a sa ceinture de miel qui va du sud à l'est du pays. C'est-à-dire que les régions du centre, du sud et de l'est sont les plus productives. En raison de la guerre, nous avons une situation où la plupart de ces ruches ne sont pas en mesure d'être entretenues et où elles ont été endommagées. Donc l'Ukraine aura 30, peut-être même 40% de miel en moins à cause de la guerre. Ce sont de très grosses pertes. Les apiculteurs ukrainiens sont près de 300 000. Avant la guerre, ils exportaient plus de 3/4 de leur production vers l'Europe. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais ses livres sûrement. La Britannique Hilary Mantel, première romancière à avoir remporté 2 fois le prestigieux Booker Prize, est décédée. Son premier livre, C'est tous les jours la fête des mères, est publié en 1985. Suivront 17 autres ouvrages. Elle est surtout connue pour sa trilogie Le Conseiller, dédiée à la vie de Thomas Cromwell, un des principaux acteurs de la Réforme en Angleterre. Des livres traduits dans 41 langues et qui ont connu un vaste succès critique mais aussi populaire.
Hilary Mantel avait 70 ans.